Pour ce qui est du travail réalisé depuis ces 20 dernières années, j'ai essayé de faire un concentré de ma création qui n'a strictement rien à voir avec les années 80, par exemple. Depuis 98, après avoir découvert le sud du Maroc, les choses ont basculé de manière radicale par rapport justement à un mode d'expression que j'avais avant 1998 et qui était lié à une expression qui était de l'ordre du lyrique, de la couleur, des représentations plus ou moins abstraites sur des formats importants toujours, mais je dirais sans prendre conscience encore de ce que pouvait être un processus vraiment lié à mon histoire. Il a fallu que je parte dans le sud du Maroc avec des amis et Marie, mon épouse, pour qu'à un moment donné, les choses basculent, tout simplement parce que j'ai vécu des choses très fortes. C'était à la fois lié à mon enfance, les effluves qu'on peut rencontrer dans le désert et dans les villes du Maghreb. Et à un moment donné, alors que je travaillais sur les Cévennes déjà en 97, j'ai même fait une exposition sur la Cévenne et sur Venise en 92. Donc vous voyez, on s'est installé en Cévennes en début 90. Et il se trouve qu'en 92, je faisais une exposition autour du Mont Lozère et autour justement de la Cévenne. Ensuite, il y a eu ce voyage au sud du Maroc, vraiment dans le sud, c'est-à-dire vraiment le désert de Djebel Bani, et jusqu'à Mahamid, dans la partie sud vraiment du Maroc. À la fin de ce voyage, je me retrouve dans mon atelier, et là, je décide de continuer la série que j'avais entreprise sur les Cévennes. Donc ça, c'est une anecdote, mais c'est fondamental pour comprendre le processus de création. Donc d'une part, il y a la réalité, c'est le vécu entre les vacances, les loisirs et la réalité de création. Donc arrivé à l'atelier, j'ai tout simplement repris les œuvres que j'avais en cours pour développer un travail autour de la Cévenne, sachant que je me retrouvais totalement bloqué face à ma feuille blanche. C'est-à-dire que dans l'impossibilité, je travaille sur les Cévennes. Donc, gros blocage, problème existentiel, artistique, impossibilité d'aller plus loin. Bon, je me suis dit là, c'est quand même très embêtant. Et c'est à ce moment-là, peut-être que le côté, disons, professionnel, artistique entre en ligne de compte, c'est-à-dire que je me suis dit, il faut que je me fasse confiance. Et je dirais que dans le processus de création, il y a effectivement une partie qui échappe totalement à la conscience. Alors, le sachant, je me suis dit, je laisse ma feuille blanche, je laisse mes pinceaux. Néanmoins, je vais tout organiser pour pouvoir travailler, sachant que quand je serai prêt, à ce moment-là, je pourrai commencer à peindre et continuer la série que j'ai commencée sur les Cévennes. Et au bout de quelques jours, voyant que rien ne se passait, je monte dans mon atelier et là, j'opère une méthode tout à fait rationnelle par rapport à la fois à la technique et au mode d'expression, qui est la notion de laisser aller. C'est-à-dire que je me dis, bon, ben là, c'est terminé, il faut que je me mette à travailler, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc c'est pas inintéressant aussi, je pense par exemple à l'approche des scientifiques qui, par exemple, ont une approche rationnelle et calculée par rapport à ce qu'ils doivent se faire, par exemple, du moins dans la partie recherche et élaboration. Je dirais que au niveau de l'art, au fond, c'est ce qui s'est passé, du moins pour ma part à l'atelier. Je me suis dit, là, il faut prendre le pinceau et peindre, puisqu'au fond, c'est ce que je dois faire, et en même temps, j'ai prouvé ce besoin, mais avec un gros blocage. Et j'ai commencé à prendre le pinceau, sachant que tout était prêt, bien sûr, dans mon atelier, conditionné pour pouvoir exécuter une série d'aquarelles au départ et de dessins. Et là, je laissais tout simplement aller le pinceau, en ayant des images mentales qui étaient liées encore à la Cévenne. Mais perturbées, je vous parle là de cet entre-deux, entre la volonté de faire quelque chose et l'impossibilité de faire par rapport, disons, à autre chose qui est liée à une problématique qui m'échappe. Et là, je me suis dit, je vais tout simplement me laisser aller à peindre, et j'ai commencé tout simplement à exécuter et à me lancer dans l'inconnu de la feuille blanche, qui rejoint un petit peu l'inconnu de l'écrivain devant sa feuille blanche. Voilà. Comment exprimer, que dire. Et c'est au moment où j'ai commencé à faire la peinture que je me suis dit, là, je ne suis plus dans les Cévennes. C'est plus fort que moi, je n'arrive plus à faire les Cévennes. Impossible. Blocage, difficulté, mais j'ai laissé aller le pinceau.
Et je travaille de manière presque automatique, un peu comme les surréalistes dans la période de la peinture automatique ou du dessin automatique. Et là, j'ai laissé faire le pinceau. Et à un moment donné, j'ai pris conscience que tout ce qui se faisait, c'était à la fois au niveau de la montagne, Cévenol, le désert, tout était mélangé, mais vraiment comme un flux qui échappait totalement à ma conscience. Je me trouvais, ou mon esprit se trouvait ailleurs. Et je me suis dit, il faut que j'accepte cet ailleurs et que je continue à développer tout simplement mon processus de création. Et là, on parle de processus de création. À un moment donné, j'ai pris conscience que ces éléments qui commençaient à s'articuler dans ma peinture ouvraient un espace à la fois mental et au niveau de l'esprit qui n'avait strictement rien à voir avec la réalité de mon environnement immédiat, à savoir la Cévennes. Et là, j'ai pris conscience que je me trouvais dans le désert, que je me trouvais dans les Casbah, que je me trouvais avec ces gens, avec les parfums, les effluves. Et je me suis dit, là, je vais continuer. J'écris. Bon, j'écris, c'est-à-dire que chez moi, c'est dessiner, c'est peindre. Donc, j'ai apporté tous les éléments, je dessinais, je peignais, je laissais venir. En fait, j'ai laissé venir, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je repère toute une série d'œuvres qui n'avaient strictement rien à voir, bien sûr, avec la Cévennes. Et là, j'ai accepté simplement de continuer. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut que je m'autorise à développer cet aspect-là. Je sens que c'est trop fort pour moi. C'est tout simplement, et c'est en peignant que je m'en suis rendu compte, pour dire que la force de l'expression est assez impressionnante. C'est-à-dire que, en peignant, j'ai non seulement revécu des éléments qui se rapportaient au sud du Maroc, je faisais des croquis dans le désert, j'ai fait quelques croquis, quelques esquisses avec les amis et autres, mais là, j'ai pris conscience aussi d'une part de ma réalité intérieure qui était en même temps liée à mon enfance, à ma naissance en Algérie, au fait que l'histoire de mon enfance apparaissait à travers ma peinture. Et là, je me suis dit, c'est plus important que ce que je croyais, ça va bien au-delà de la représentation d'une image. Il y a autre chose, il y a des enjeux qui sont autres et que je dois maîtriser par rapport justement à ce processus de création. Ce qui fait que j'ai continué à développer au niveau de ma peinture jusqu'à la représentation d'images qui étaient liées à la fois au désert, à la fois à l'ensemble des villes et villages que nous avons visités. Et en parallèle, je me suis dit, il faut que j'entame autre chose liée à la technique picturale et graphique. Il faut que je mette en scène ma démarche de création avec un processus audiovisuel. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer une partie audiovisuelle qui était liée à mon enfance. D'où le fait que cette exposition, que je présente pour la première fois, à la fois sur Alès, et je dirais même de manière générale depuis 20 ans. Cette exposition est relativement autobiographique, si vous voulez. Et c'est la première fois que je parle un peu de moi. En général, je fais des conférences autour d'histoire de l'art, autour des éléments qui se rapportent à la peinture, d'art moderne, contemporain, etc. Là, je parle un peu de moi, effectivement. Je prends le risque de parler un peu de ma démarche personnelle et de mon vécu. Ce qui fait qu'à partir de là, j'ai commencé à développer des séries de peintures à l'huile, acrylique et autres, en changeant les formats, en développant aussi bien au niveau des aquarelles, en faisant d'autres voyages dans le sud du Maroc. Et puis, effectivement, là, je me suis dit, j'y suis, il faut aller jusqu'au bout. Et ce bout, j'en sens à peu près la finalité après cette exposition. Il me semble qu'à l'issue de cette exposition, je devrais basculer sur autre chose. Mais je ne peux rien affirmer, bien sûr, car on ne peut pas maîtriser totalement toutes les données de ce point de vue-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, j'ai pris le risque d'aller dans une démarche qui pouvait être à contresens du site Cévenol, mais en même temps, je ne suis pas un peintre régionaliste, je suis un artiste qui est totalement engagé quand même dans l'art. Il faut le dire, je suis totalement engagé. J'ai pris le risque très jeune de créer, d'être dans le processus de création. Depuis l'âge de 8 ans déjà, je dessinais pour essayer justement de repérer un parcours. Et je dirais que la peinture, chez moi, c'est une manière à la fois d'exister et une manière de me confronter au monde, à la permanence du réel. Et je dirais que c'est en développant ce processus de création que j'ai pris conscience, pour faire court, je dirais, de deux formes de réalité.
c'est-à-dire la réalité du monde qui nous entoure, aussi bien les bonheurs du monde que les plus grands malheurs qui puissent exister sur la planète, c'est la réalité du monde, c'est la réalité de l'objet dans le monde aussi, hein, mais c'est aussi la manière dont je vais percevoir ce monde. Et je dirais qu'il y a des artistes dans cette salle, on en est tous un peu là, c'est-à-dire ce phénomène de perception visuelle qui fait qu'à un moment donné, hein, ce monde, on va le transcrire en fonction de notre vision. Et je dirais que dans cette démarche, j'ai accepté de prendre le risque d'aller au bout d'un processus, sachant que je suis tout le temps dans le tâtonnement, c'est-à-dire que je ne peux rien prouver, je ne peux rien, disons, affirmer, mais j'essaie quand même d'avancer dans le doute, quoi qu'il en soit, pour essayer de faire une œuvre, quelque part, de faire une œuvre. Et je dirais que faire une œuvre, c'est aussi se fabriquer un peu soi-même. Je ne dissocie pas l'acte de création avec l'être intérieur. Je dirais que ça peut nous amener dans une voie un peu philosophique, voire psychologique, mais je dirais que la psychologie dans l'art est inhérente à l'acte créatif. Hein? Donc il y a une réalité inhérente entre ce que je fais et ce que je suis. Forcément, me situant dans cette frange-là, entre l'être et l'art, entre l'être et l'existence, j'ai pu, effectivement, et je le fais encore maintenant, développer, en parallèle de mes activités artistiques, tout un processus, justement, lié disons, à des phases plus théoriques, peut-être autour de la psychologie dans l'art, voire même de l'approche psychanalytique de l'art, dans le processus de création, sachant que, quoi qu'il en soit, c'est toujours le réel qui est là. C'est-à-dire que nous avons beau être dans l'imaginaire, nous avons beau être dans l'analyse des éléments que nous prenons des objets qui nous entourent, quoi qu'il en soit, c'est le réel qui nous amène à développer un réel, qui est le réel de l'œuvre, au fond, et qui est aussi une part de notre réalité subjective. Et je dirais que c'est, au fond, cette démarche-là qui me paraît fondamentale. Du moins, je parle pour moi. Je ne parle pas pour tous les artistes ou pour l'art. C'est un peu dans ce sens-là que j'opère mes activités artistiques. Ce qui fait que dans ma psychologie, je suis très à l'écoute du monde qui m'entoure. J'essaie d'être au plus juste de mes contradictions, mais en même temps de mes élans créateurs. Et je sais qu'en même temps, je gère aussi des contradictions qui font aussi mon œuvre. J'ai 58 ans, c'est un tournant un peu de ma vie, je le sens comme ça, j'ai passé plusieurs tournants. Il faut savoir quand même que j'ai même annulé cette exposition. J'ai téléphoné à la direction leur disant que je ne ferai pas l'expo. Trouver un autre artiste parce que moi je ne me sentais pas de faire cette expo. Tout simplement parce que je ne savais pas trop où j'allais, au fond. Les choses ne sont pas acquises, j'avance. Il se trouve qu'après je me suis contredit et j'ai rappelé pour dire que bon, c'était ok, s'il n'y a personne, je veux bien exposer. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. En rangement d'atelier, je sens qu'il se passe quelque chose. Donc là, ça rejoint la première partie entre l'histoire du Maroc et la Cévennes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le réel ordinaire est là, et je bascule dans un réel, disons, extraordinaire, mais au sens tout à fait banal. C'est-à-dire que je reste quand même en disponibilité pour pouvoir justement rebondir sur une action. Et là, en rangeant mon atelier, je vois des traces, je vois des saturations de peinture. Et je me dis, tiens, là, il se passe quelque chose. Et le fait d'avoir filmé au préalable des manifestations et autres, avant le déclenchement de la guerre d'Irak, j'ai commencé à prendre ces panneaux et à les regarder, et puis à les manipuler. Et puis à un moment donné, je me suis dit, là, il se passe quelque chose. Au fond, ce n'est pas moi qui crée seulement, c'est aussi une approche collective. Le collectif qui, au fond, se met en mouvement, entre autres par rapport à ce qui s'est passé pour les manifestations avant la guerre d'Irak et autres. C'est ce mouvement collectif que j'ai ressenti, et je me suis dit, ce collectif, je vais l'exploiter, sachant que dans tous ces panneaux, il y a des traces. Et ces traces correspondent à toutes les personnes qui sont venues dans mon atelier. Vous voyez, donc j'ai fait le parallèle de l'inconscient personnel à l'inconscient collectif, d'une manière tout à fait lucide, j'entends. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis dit, là, je sens que j'ai une voix qui m'intéresse. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai pris ces panneaux,
qui sont en fait la représentation de plusieurs traces anonymes, donc qui symbolisent l'humanité. On peut parler d'inconscient de la trace, inconscient personnel et inconscient collectif. Tous ces éléments-là ont été brassés, aussi bien au niveau du plâtre sur des supports que des traces de crayon, que des traces de couleur. Et j'ai utilisé ces traces comme étant une structure interne d'une œuvre que je devais créer. Et là, je me suis mis à créer vraiment sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que j'ai à juxtaposer d'une manière assez agressive, très soutenue, et en même temps, je dirais que j'ai eu à la fois, et c'est la première fois que ça m'arrive, la part de révolte, peut-être de l'ordre de l'impulsion aussi, hein, qu'on a tous quand on crée, à un moment donné, on y va. Donc là, j'y suis effectivement allé. Je gérais à la fois la trace, et qu'il fallait que je garde ou que je supprime en fonction des critères esthétiques que je voulais représenter. Hein. Et puis en même temps, une fois que j'ai commencé à articuler le tableau, et c'est une autre approche plastique que j'essaie d'intégrer dans mon travail, je ne suis pas parti d'une toile. J'ai bâti le support au fur et à mesure que je crée. Voilà, c'est ce qui caractérise la peinture de « Il était une fois l'Irak » qui est exposée dans la deuxième salle. C'est une peinture qui est venue par petits bouts au fur et à mesure, jusqu'à devenir un triptyque, hein, d'une image qui n'en est pas une, qui est une œuvre, au fond. Hein. Et comme je brûlais, je faisais des ponts entre ce qui se passait, la guerre, et les va-et-vient entre la guerre, l'atelier, l'absurdité de l'abondance des images qui me posait un problème, disons, d'esthétique ou artistique, voire idéologique peut-être par rapport à l'évolution de l'iconographie abondante. Et tous ces éléments-là ont nourri en fait ce nouveau travail autour de l'œuvre sur l'Irak. Donc cette œuvre sur l'Irak, c'est à la fois la révolte, c'est de la peinture avec le feu. J'ai ensuite représenté le drapeau américain. C'était important dans ce mouvement, des peuples, sachant que mon regard est un regard beaucoup plus phénoménologique que politique. Au fond, c'est plus le phénomène de l'humain dans la récurrence des conflits qui m'a intéressé. Sachant que moi-même, étant né en 1954, ayant vécu 8 ans en Algérie, donc jusqu'en 1962, effectivement, j'ai aussi vécu cette période de conflit. Je n'avais même pas fait le lien avec l'exposition, mais nous sommes en plein dans l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Et c'est vrai que, là encore, je me dis qu'au fond, les choses devaient s'articuler de cette manière-là. Voilà. Donc je sais aussi être fataliste, mais prendre cette fatalité pour en faire aussi quelque chose. Et je dirais que cette enfance en Algérie a nourri aussi ce type de travail sur l'Irak. C'est une catharsis au fond, c'est une manière de sortir quelque chose qui vient de loin au fond de soi et qu'on arrive à exprimer, c'est-à-dire sortir de soi. Après, il y a eu d'autres éléments au niveau de l'information, bien entendu. Forcément, cette œuvre a pris du sens au moment où la guerre s'est déclarée et j'ai commencé à la construire à ce moment-là, au mois de mars 2003. C'est vraiment le début de la création de cette peinture. Et la révolte personnelle, résonne comme une révolte collective. Hein. Et je dirais que je ne suis pas ni un militant, ni une personne qui part manifester régulièrement comme certains amis, qui m'aident aussi à comprendre plein de choses par rapport à ce qui se passe à notre époque. Mais je dirais que chez moi, ça se passe dans l'atelier, et ça se passe quand j'expose aussi comme ça, où je peux peut-être réveiller les consciences, aussi bien au niveau des conflits que des vrais bonheurs qu'on peut avoir aussi de la vie. Voilà ce que je peux dire. Et je dirais que j'avance tout le temps dans le doute. J'ai une approche un peu anxiogène dans mon travail, mais en même temps, je me sens tout à fait aussi en adéquation avec ce que je suis, tout simplement parce que je pense que c'est nécessaire pour pouvoir évoluer. Quoi qu'il en soit, quoi que l'on puisse faire en création, il y a toujours une part qui échappe à la conscience. Et je dirais que c'est cette part-là qui m'intéresse. Ce n'est pas la maîtrise qui m'intéresse. Alors j'ai peut-être la maîtrise du métier, de l'outil, j'ai la maîtrise, bon on a la maîtrise, chacun dans son domaine, mais je dirais que quand je crée, je ne suis pas dans la maîtrise. Je suis au contraire dans le manque de savoir-être et de savoir-faire. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, je peux atteindre une réalité autre que la réalité qui nous entoure. Comme disait Nietzsche, au fond, la réalité, c'est un monde dans un monde. En fait, il y a plusieurs mondes.
Et au fond, c'est ça qui m'intéresse. C'est de ne pas figer par la maîtrise, mais au contraire, par le lâcher-prise. Et le lâcher-prise ouvre d'autres portes qui sont de l'ordre du conscient, du subconscient, de l'inconscient. Je n'en fais pas une finalité, mais forcément, c'est une réalité qui s'impose et que nous avons tous au niveau de notre humanité. On peut orienter dans plusieurs sens, mais voilà ce que je peux dire. Et si vous avez peut-être des questions à poser, pour qu'on soit plutôt dans la rencontre, je pourrais peut-être développer sur la base de vos questions. Ça sera peut-être une manière peut-être plus dynamique et en même temps plus interactive de... Voilà. Donc je vais en rester là. Au fond, j'ai parlé, vous voyez, je n'avais pas du tout prévu ce que j'allais dire. Donc j'ai effectivement développé sur le tableau de l'Irak, puisque c'est vraiment une dernière œuvre que je n'ai jamais montrée. Juste après ce tableau de l'Irak, il y a eu effectivement d'autres révoltes qui étaient de l'ordre de la révolte par rapport à ce qui se passe au niveau des guerres aux quatre coins du monde. Je termine mon film, qui se veut être une œuvre comme une peinture, par tout simplement le nom de Homs, c'est-à-dire tout à fait d'actualité. C'est-à-dire la récurrence des conflits, le fait de la récurrence aussi de l'autoritarisme, du fascisme, bon, et du peuple qui est toujours là, le poing levé pour pouvoir exister. Et dans ce film, le fait de voir un artiste peintre, en l'occurrence c'est moi qui peins, parce que c'est une œuvre que j'ai réalisée en 1989 et que je ne montre pas ici à l'exposition, tout simplement parce qu'on m'avait commandé une œuvre pour le bicentenaire de la Révolution. Et là, je me suis dit, ça fait trop scolaire pour moi de représenter le bicentenaire de la Révolution, surtout que nous sommes en 1989. Et je me suis dit, là encore, une petite révolte personnelle, je ne peux pas représenter le bicentenaire de la Révolution, il faut que j'aille plus loin. Voilà. Et je me suis dit, même si je n'expose pas ce que je vais faire, il faut que je bascule sur autre chose. Et là, j'ai mis la caméra et j'ai commencé à faire une œuvre sur la Révolution française, mais en même temps, en articulant toute la réalité du présent en 1989. Tiananmen, la libération de Mandela, tous ces éléments qui font que l'homme cherche encore maintenant à être dans la même configuration que 1789. C'est-à-dire cette révolution qui continue toujours à faire bouger les peuples. Et c'est ce qui fait que depuis 1989, j'évolue disons, en art vidéo, mais vraiment intégré dans le processus interne de l'atelier. Je travaille vraiment avec la vidéo dans mon atelier, et c'est la première fois que je montre une œuvre audiovisuelle. J'en ai d'autres que je n'ai jamais montrées, que je ne montrerai peut-être jamais, mais je montre celle-ci, que je rends évolutive simplement pour montrer qu'un artiste, c'est une personne qui est face à la conscience humaine, enfin du moins je parle de moi, mais je pense que je connais beaucoup de collègues ici qui sont aussi dans ce cas, et au fond, nous avons besoin de cette solitude, de cette intériorisation pour être simplement dans je dirais dans la vraie réalité. Quand je dis vrai, c'est la réalité personnelle, mais qui s'intègre dans une réalité collective. Si vous avez senti une émotion à l'exposition, même si vous ne l'expliquez pas, nous n'avons pas à expliquer une émotion. Quand vous croquez une pomme, est-ce que vous vous posez la question sur le goût? Est-ce que vous posez la question sur la manière dont vous croquez la pomme? Vous la croquez et à partir de là, elle vous donne un bien-être, elle vous donne, même si on n'explique pas toujours ce qui se passe. Et je dirais que c'est important d'accepter aussi, quand je suis dans cette acceptation, me dire, bon, ben, je fais aussi avec ce manque. J'ai une émotion, mais je ne pourrais pas savoir exactement d'où elle vient, néanmoins je l'ai. Ou j'ai une réflexion ou une théorisation qui m'obsède, je vais la développer, mais pour l'instant je ne sais pas les tenants et aboutissants de cette pensée, mais je la laisse évoluer. Et je dirais que dans l'art, je peux reprendre ce que disait Georges Rouault, l'art est plutôt dans un processus d'évolution. En fait, c'est une évolution plus qu'un progrès. Mais l'évolution en art, c'est aussi une forme de persona de l'artiste, c'est-à-dire c'est le développement de la personnalité. Mais pas au sens de l'égocentrisme, pas au sens du moi, etc. C'est tout simplement le fait d'évoluer dans sa propre identité et de partager une part de cette identité avec le monde, simplement, c'est-à-dire exister. Enfin, du moins pour ma part, c'est un peu ça. Parce que ce n'est pas quand même si facile à vivre, mais je pense que c'est ce processus-là qui m'intéresse.
Par ailleurs, il se trouve que je fais de la formation, enfin j'ai d'autres activités en parallèle de la création. Le fait même de créer permet aussi de se restructurer, permet aussi de donner du sens dans ce va-et-vient entre l'être et l'art, l'être et la construction. Je construis une œuvre, forcément je me construis un peu moi-même. Vous construisez une œuvre, vous avez une action quelque part, c'est que cette action va vous faire toujours un peu grandir à des niveaux différents. Au fond, c'est ça qui est intéressant. Ça peut être pour le sport, ça peut être pour toutes les activités artistiques. Au fond, c'est ça. C'est-à-dire que ce rapport à la psychologie de l'être dans l'acte créatif est toujours lié. Je me souviens encore de ce livre de René Huyghe, de l'Académie française, qui avait écrit justement sur la psychologie de l'art. Je me suis intéressé à la psychologie, la psychanalyse, à plein d'autres choses. Mais je veux dire que déjà à ce niveau-là, en reprenant les classiques, que ce soit de la Renaissance ou que ce soit de la période classique, académique et autres, eh bien, les ponts entre la psychologie d'une œuvre et le peintre sont toujours liés. Je crois que c'est ça qui est important. Je ne veux pas trop parler. Si vous avez des questions, je veux bien tâcher d'y répondre, ou tout simplement pour pouvoir converser entre nous. Juste une petite question. Vous n'avez jamais évoqué la place du plaisir dans la création. Alors, la place du plaisir est inhérente à l'acte de création. C'est-à-dire que c'est toujours l'ambivalence. Je n'en parle pas parce que là j'ai montré des choses difficiles, donc je vais développer un peu sur la partie engagée. Effectivement, je suis engagé dans l'art, mais en même temps dans le monde, avec mes moyens, comme nous avons tous nos propres moyens. Mais il y a toujours une part de jubilation, quoi qu'il en soit, dans l'acte créatif. Je dois dire qu'à un moment donné, la jubilation, je dirais qu'elle est relative. Le plaisir est relatif aussi. On a du plaisir quand on crée, on crée avec plaisir. Mais à un moment donné, ce plaisir peut passer par des périodes de complexité qui nous amènent à être dans des phases de senti ou de pressenti qui sont de l'ordre de l'anxiété et pas vraiment du plaisir. C'est un peu ce que j'ai exprimé au tout début, ces contradictions entre le plaisir d'ouvrir des espaces, le plaisir de vivre vraiment des choses fortes, et puis la difficulté entre, ne serait-ce que la contradiction entre les Cévennes et le désert. Donc là, c'est pas du plaisir, il y a un malaise là, il y a un malaise. Et je dirais que ce malaise, il est professionnel, je plaisante, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, j'assume ça parce que je sais que c'est ce malaise-là qui va peut-être être des générateurs de sens. Voilà, je suis là, je ne fais qu'observer ce que je suis en train de faire. Mais à un moment donné, quand c'est le pinceau qui travaille et que je vois mon pinceau travailler tout seul, je me dis là, ça y est, ça fonctionne. Voilà. Et là, j'ai du plaisir. J'ai eu quelques résolutions d'ordre plastique, d'ordre conceptuel, d'ordre peut-être théorique, voire esthétique. Mais à un moment donné, quand le pinceau commence à fonctionner, ça peut durer 15 jours, ça peut durer un mois. Je suis dans le mouvement. Mais ce mouvement, il a fallu que je le crée. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une rencontre avec une zone de soi comme le coude? Je dirais que... Quand vous dites que ça fonctionne, c'est cette rencontre avec cette alors voilà. Disons que là, il y a une forme d'écho entre ce qui se fait et la justesse du propos. Un propos même qui échappe à la conscience. Mais on sent que là, on est juste quelque part. Ça me rappelle ce que disait César à un moment donné, le sculpteur César. Qu'est-ce qui fait une œuvre qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous sentez que votre œuvre est terminée? Il a tout simplement répondu, quand je sens que je suis juste. Il ne pouvait pas exprimer autre chose que le fait de parler de justesse. Je me sens juste au moment où je crée. Donc là, forcément, je peux laisser. Une œuvre n'est jamais terminée. Je n'ai pas l'impression d'avoir fini l'ensemble de mes œuvres. Mais je les ai arrêtées à un moment donné. Je les ai arrêtées pour qu'elles puissent exister au-delà de ma propre volonté. Ce qui fait qu'en même temps, la notion collective dont je parlais tout à l'heure, c'est votre regard, on va dire. Votre regard, c'est aussi votre manière de vous projeter dans mon œuvre, à travers votre propre histoire, et ainsi de suite. C'est le tricotage collectif par l'impulse individuel. Après, le reste, je ne sais pas. Et qu'est-ce qui fait qu'une œuvre sera de l'art ou ne sera pas? Ce n'est pas le problème à court terme. Une œuvre
qui sera une œuvre d'art ou pas, je pense que ce n'est pas à moi de le dire. J'ai mes propres critères, j'ai plein de choses qui font comment je crée par rapport à ce qui me paraît juste. Après, bon, après il y a l'histoire, il y a plein de choses qui donnera du sens ou pas à une œuvre, qui la met dans l'oubli ou qui la met en exergue, qui la fait. Ça, après, c'est plus le problème c'est plus notre problème à nous artistes. Hein. C'est la chose qui échappe là aussi. Et on doit accepter cette partie-là aussi, ce qui n'est pas toujours évident, quelquefois, quand il faut vivre de son propre art. C'est toute la difficulté que je peux rencontrer aussi, forcément. Mais je dirais que l'approche philosophique de l'acte créatif, chez moi, est très importante. Voilà. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est la recherche, c'est l'expérimentation, aussi bien intellectuelle, spirituelle, pratique. C'est d'avancer à travers un processus qui me paraît être à peu près en adéquation avec ce que je suis, sachant que j'évolue. Voilà. Et j'accepte ces moments qui font que l'œuvre existe. Vous parlez de recherche, etc. Et je voulais savoir s'il y a de la place pour l'aléa dans votre travail. Et à quel moment il se situe? C'est au niveau de la réflexion ou après, quand vous êtes à travailler sur la toile, lorsque vous dites par exemple que votre pinceau travaille tout seul, est-ce que l'aléa il se manifeste? Hasard, aléa, c'est le moment où l'on s'oublie. Voilà. C'est-à-dire à un moment donné, les choses se construisent, s'articulent, il peut y avoir un raisonnement autour de la chose qui va se faire, un projet, il peut y avoir plein de choses, mais à un moment donné, il y a le dépassement de ce projet. Et l'aléa, en fait, se trouve à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce que je dis aussi dans mon travail de création, le hasard a un rôle majeur. Donc l'aléa a un rôle majeur. Là, effectivement, d'où l'intérêt des questions, parce que j'oriente sur une voie, mais en fait, il y en a plusieurs. Entre autres, la notion de hasard, la notion d'aléa, la notion de ce qu'on appelle le point zéro. Moi, j'appelle ça le point zéro. Je me suis rendu compte que dans l'histoire de l'art, on parlait aussi du point zéro. Puis après, j'ai vu que, effectivement, d'autres artistes parlaient du point zéro. En fait, c'est cette béance-là qui fait que nous passons de la réalité objective, qui est liée au contrôle aussi bien de soi que de la technique, à la réalité subjective, qui est en train de faire une œuvre qui deviendra elle-même réalité, mais dans un deuxième temps. Et l'aléa se trouve dans l'entre-deux. Au fond, l'aléa et le hasard, c'est l'entre-deux entre la réalité objective, la béance et la réalité de l'œuvre. Et c'est cette difficulté-là, imaginez le travail que j'ai fait sur l'Irak, au fond, c'est cet entre-deux qui se construit au fur et à mesure. Et je dirais que la difficulté, c'est d'intégrer cet entre-deux, ce point zéro, qui fait qu'à un moment donné, dans ce point zéro, nous sommes dans une forme à la fois chaotique, qui peut rejoindre l'aléa, mais qui est aussi dans une forme qui est structurée, mais avec des critères qui n'ont plus rien à voir avec la partie objective du réel. Voilà. Et la non-maîtrise vient à partir de là. C'est-à-dire que le pinceau peut fonctionner tout seul, tout simplement parce qu'il y a une bascule qui s'est effectuée et qui est peut-être de l'ordre du plaisir à ce moment-là aussi. C'est-à-dire une fois qu'on a lâché prise totalement, nous arrivons justement à atteindre la dimension de l'œuvre où on sent que là les choses fonctionnent, même si on n'arrive pas toujours à les expliquer. Parce que je ne suis pas dans l'explication de mon travail là, je suis dans le processus de création. La réalité, elle, nous amène des éléments. Que ce soit par le voyage, que ce soit simplement dans le quotidien de tous les jours, dans la maison, dans le jardin, avec les amis, c'est la réalité, quoi. Mais forcément, à un moment donné, il y a la perception de cette réalité. Au fond, c'est ça la différence. Quand je suis dans la nature ou quand je pars en voyage, ou peu importe, je parle de ma méthode un petit peu là, parce que je fonctionne aussi comme ça, j'ai une forme de prise de conscience du réel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je fais la différence entre mon regard, que je classerais comme ordinaire, un regard commun, on va dire, normal, parce que pour vivre, il faut des codes, il faut plein de choses, donc c'est un regard ordinaire commun. Mais à un moment donné, vous arrivez dans un paysage, on ressent quelque chose, on est fasciné par cette chose-là, voilà, hein. Le touriste qui part, qui découvre, qui prend des photos, qui ressent plein de choses, bon, voilà, on est au même diapason à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'à un moment donné,
je prends conscience de ce ressenti. Où je me dis, bon ben là, maintenant tu vas développer ta perception. Voilà. C'est-à-dire que je vais, à un moment donné, ouvrir un espace visuel qui m'est très personnel. C'est-à-dire, je prends le collectif, la vision émotionnelle, et à un moment donné, sur un autre registre, qui est la prise de conscience de ce que je vois par rapport à ma perception visuelle, par rapport à ma mémoire visuelle, par rapport au rapport de couleurs que j'observe et la prise de conscience des rapports de masse. Je fais une analyse, mais très approfondie. Mais c'est vrai que c'est une manière de dire, même sans dessiner ou peindre, je suppose que beaucoup d'artistes fonctionnent comme ça, à un moment donné, je visualise ces choses-là. Je les visualise et je les intègre un peu dans mon mental et dans mon esprit. Ce qui fait que quand j'arrive à l'atelier, alors je fais des croquis d'après nature et autres, je fais des croquis que je réalise sur le terrain, mais quand j'arrive à l'atelier, eh bien je regarde ces croquis. Mais après je laisse photo, croquis, et je me retrouve devant la feuille blanche, devant la toile blanche. Ça c'est mon rituel. Je reste avec cette part de doute, cette part de malaise que je provoque en moi. Je n'ai pas envie de reproduire mes photos, ni même reproduire mes dessins. Pour moi, c'est du passé. Le présent, c'est la toile blanche. Et je prends tous les risques à ce moment-là. Mais parce que je sais que dans ce risque-là, il va se passer la bascule dont je parlais, qui peut rejoindre à la fois, c'est-à-dire cette part d'aléa, cette part de hasard, que je provoque à ce moment-là. Et je suis un peu comme disait Matisse, dans l'œuvre, au fond, il y a une part de maîtrise, mais il y a une part de non-maîtrise. Il y a une part de conscient et d'inconscient. Et les deux se gèrent en même temps. Et là, je dirais que, et connaissant bien le rapport effectivement qui existe dans la psychologie de l'expression, au fond, je me laisse cette petite ouverture qui est de l'ordre du risque créatif pour pouvoir justement faire venir les images qui sont dans mon mental et que je vais transformer par rapport à des critères d'ordre plastique, esthétique, expressif, voilà. Mais, un peu comme cette conférence, vous êtes là, je fais avec vous, à la fois j'improvise, à la fois je prends en fonction des questions 2 ou 3 petites choses. J'aurais pu carrément faire une conférence différente en développant sur un autre thème. Voilà, je prends ce risque-là. Je trouve que c'est important pour garder peut-être la fraîcheur, pour garder la sincérité et pour ne pas être dans le raconter systématiquement.